Bonjour Monsieur Duclerc, vous nous accueillez chez vous aujourd'hui dans le cadre de notre projet Devoir de mémoire avec lequel nous rencontrons des personnes qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale pour en apprendre plus sur la vie quotidienne à Abbeville durant cette période. Aujourd'hui, si on veut aller acheter un livre à Abbeville, on peut aller entre autres à la librairie Terneza-Duclerc qui se trouve sur la place Max Lejeune. Cette librairie est un peu spéciale pour vous puisque c'est une affaire familiale, la vôtre. J'ai fini mes études en 1938 et puis il a fallu naturellement penser à la vie active, et comme mon père avait fondé une librairie à Abbeville, ma première pensée ça a été de travailler avec lui. Alors j'ai commencé et puis j'ai été interrompu par la guerre. Le 10 mai 40, après une période de drôle de guerre, dite drôle de guerre, premier bombardement, la sucrerie d'Abbeville. Ce qui s'est passé, c'est que le 10 mai 40, s'il y a eu déjà des morts et des dégâts à la sucrerie d'Abbeville, c'est 10 jours après, le 20 mai 40, que toute la ville d'Abbeville a été le point de mire de l'attaque allemande. Et le bombardement a été terrible parce que il a laissé meurtri la ville d'Abbeville, entièrement aux 3/4 détruite, et dont la librairie sur laquelle j'avais commencé à travailler avec mon père a été entièrement détruite, ainsi que notre maison d'habitation. Ici, vous voyez, il ne reste plus rien de tout ça. La rue Alfred Sandré, regardez. Voilà. Oui, qu'est-ce que vous voyez? Des murs. Il n'y a plus rien. Voilà. C'est facile à voir. Hein. Oui. Il n'y avait plus que des cendres, des murs qui tombaient, puis des cendres. Et puis le coffre-fort de mon père, il était là, tombé du premier étage de son bureau au début quand on est revenu en juillet 40. Alors mon père a dit, on va demander à Barré et Trocard de l'ouvrir. Alors il est venu ouvrir le coffre, on voyait dedans encore tout ce qui ressemblait à quelque chose était bien. Puis quand on le prenait, ça tombait. Ça avait cuit tellement que ça tombait en poussière. Ça fait de l'impression. Quand tu vas pour prendre quelque chose comme ça, un dossier, et puis tu prends rien, tu ne tiens plus rien, tout tombe. Mais ça reste encore visible. Et où est-ce qu'a été reconstruite justement la librairie? Ah, vous parlez de la reconstruction alors en 53? Non, justement quand elle a été détruite. Ah, il n'y a pas de reconstruction. Quand on est détruit, on est sinistré. Ouais. Alors il faut donc avoir un comportement de sinistré. C'est-à-dire essayer de faire marcher une entreprise dans des conditions très pénibles, surtout dans une France occupée par l'ennemi.
Il a fallu repartir de peu. Première étape, Place Clémenceau. Deuxième étape, rue des Teinturiers. Troisième étape, la construction, 53. Et troisième et dernière étape, parce qu'on a trouvé que la librairie n'était pas telle qu'on la concevait, puisqu'on nous avait imposé un bien qui correspondait aux dommages de guerre auxquels on avait droit. Si tu veux, on vendait à ce moment-là des dommages de guerre comme on vend des carottes sur le marché. Les gens qui ne reconstruisaient pas Abbeville et qui avaient un bien à Abbeville, ils faisaient estimer leur bien et on leur disait ça vaut 20 000 francs. Ils avaient droit à 20 000 francs. On disait, voilà monsieur, pour 20 000 francs, on vous propose ceci. Vous acceptez? Bon, voilà. Alors nous, c'est ce qu'on a fait. On a proposé à mon père, on a dit, monsieur Duclerc, on vous propose l'emplacement actuel, puis les étages. Ça représente, je sais pas, je ne sais plus là, mais si tu veux 500 000 francs de l'époque, avez-vous 500 000 euros de dommages de guerre? Oui monsieur, je les ai. Bon, ben alors, c'est pour vous. Donc c'était vraiment votre période de sinistré, c'était vraiment dur pour le magasin? C'était une période difficile, hein, parce que d'ailleurs en approvisionnement, de répondre à la demande des clients, et puis de connaître des interruptions, ça a été mon cas, puisque mon père comptait beaucoup sur moi et que c'est moi qui était défaillant à cause de mes engagements par ailleurs. Et il y avait des réquisitions et des Allemands qui voulaient mobiliser les jeunes pour aller travailler en Allemagne dans les usines. D'accord. Et là, j'étais réfractaire. Si on vous oblige à aller travailler à 1000 km de chez vous, est-ce que vous accepteriez? Ça fait un peu loin. Hein. Ça fait moins? Bah, ça dépend pour quoi faire. Moi, ouais, ça dépendrait pourquoi, dans quel but, mais sinon, ouais, pourquoi pas, ouais. Ça dépend de combien on peut être payé. Si le salaire suit, ouais. Ça me dérangerait pas. Non, je pense pas que j'y accepterais. Vous préférez rester ici Ouais, je préfère rester vers chez moi ou je préfère rester dans ma ville natale. Et même si c'est quelque chose d'obligatoire, si vous risquez quelque chose, si vous acceptez pas? Genre je risque quelque chose, genre la prison ou un truc comme ça. Ah, je pense que j'accepte quand même. Bon, on était zigouillés certainement si on refusait. Je sais pas, moi je pense, hein, ça m'étonnerait qu'ils disent bon bah c'est pas grave, si vous voulez pas y aller, on va prendre quelqu'un d'autre. Et donc les Allemands avaient dit un dilemme à ces Français en disant si vous allez travailler en Allemagne, nous on renvoie un de votre famille qui est en prison en Allemagne, on le renvoie en France. Et vous auriez fait quoi? Si les Allemands vous avaient dit ça, qu'est-ce que vous auriez fait? Je les aurais pas cru forcément. Parce qu'on était quand même en temps de guerre, donc bon, parole d'allemand contre parole de français en temps de guerre, je suis pas sûre que c'était vraiment la réalité des choses. Je me serais plutôt battu contre eux. Mais faire ça, non. Non? Non. Parce que dans un sens, ça sert à rien. Si on remet un membre de la famille en liberté pour en enfermer un autre, je vois pas l'intérêt. En 1943, à la Pentecôte 1943, nous apprenions que les Allemands avaient sorti une loi du 14 février 1943 qui concernait tous les jeunes qui avaient 23 ans et qui étaient invités très généreusement à partir travailler dans les usines allemandes comme STO, service du travail obligatoire, et qu'ils allaient permettre la libération de prisonniers de guerre. Moi j'avais mon frère qui était prisonnier de guerre, et j'aurais dû normalement, j'ai hésité beaucoup, et puis j'ai dit les Allemands ne le font pas, ils ne l'ont jamais fait, ils n'ont jamais tenu leurs promesses, si bien qu'il y en a qui étaient partis de bonne foi pour pensant libérer un soldat français, et qu'ils ont été déçus, et nous étions ce qu'on appelle réfractaires. J'ai tous mes papiers ici, dans lequel on voit réfractaire au STO. Et à Amiens, mes parents m'ont dit il ne faut pas rester là. Alors on a décidé de me cacher. Et il fallait trouver des gens qui acceptent de cacher un réfractaire. On les a trouvés. Et à partir de la Pentecôte 1943, où j'ai été réfractaire, informé d'ailleurs par un chef de chantier allemand de l'organisation allemande, Todt, qui régentait les requis.
il nous a dit, vous allez être raflés en gare du Tréport et embarqués pour l'Allemagne. Alors on a joué, on était toujours 4 copains entre nous. Il y avait André Lemoine, il y avait Clément Prache et Jacques Lecoq. Naturellement, là on s'est séparés, on ne s'est plus trouvés ensemble, mais on a tous décidé d'être réfractaires. On a été donc dispersés, mais au moins on a été sauvés de la rafle de la gare du 43. Et moi, j'ai trouvé refuge en Normandie. Nous avons assisté, nous, à la libération de cette partie de la France par les Canadiens. Mais sur leur aile, l'ouest, il y avait les Polonais qui libéraient Abbeville le 3 septembre. Et le 4 septembre, en vélo, j'ai rejoint Abbeville, voilà, libéré par les Polonais. Ah oui, c'est toute une époque. Ça a été pénible. Alors, vous me demandiez si c'était gai. Ben oui, parce qu'il fallait avoir du moral pour te dire comme ça. C'est pas le tout de se lamenter. Les nouvelles n'étaient pas bonnes et les circonstances étaient difficiles. Mais il faut toujours, et ce qu'on a essayé de faire, on était jeunes, comme vous êtes, et il fallait beaucoup de solidarité entre les jeunes, et puis beaucoup de volonté de... j'ai été témoigné déjà au collège du Pontieux à des élèves de 3e, et alors ils me disaient, mais alors c'est triste, alors vous nous parlez de choses qui ne sont pas drôles. Mais je dis, mais ne croyez pas ça, parce qu'on savait aussi s'amuser. Vous savez ce que c'est qu'une boum? Ah, ils disent, oui, on sait ce que c'est que... Ben, nous, on faisait des surbooms. Comment? Ben oui, parce que le samedi soir, on ne sortait plus après 8 heures le samedi, mais le dimanche, on pouvait à partir de 7 heures du matin, quand on allait danser chez les uns, chez les autres. Et j'ai des souvenirs de ça, tout ça. Eh bien, on ne pouvait pas sortir avant 7 heures du matin le dimanche. Je vous assure qu'on s'amusait bien toute la nuit. Il fallait tenir le moral. Voilà un exemple, mais parmi d'autres, mais enfin, on ne faisait pas danser non plus. Vous saviez qu'à l'époque, il y avait un couvre-feu pendant la guerre. Mhm. Aujourd'hui, s'il y en avait un, comment vous feriez pour organiser une soirée? Bah, ce serait compliqué. Bah, je sais pas, faudrait trouver des gens qui ont pas une grande salle cachée, pas faire de bruit. Enfin, faire une fête sans faire de bruit, ça va être difficile. Moi, je dirais qu'il faut sortir d'Abbeville, trouver des petits coins tranquilles, des petites forêts, des petits bois, des pâturages, comme on faisait quand on était jeune, quoi. Bah, je sais pas, tu la joues furtive, hein, je vois pas ninja, quoi, je vois pas autrement. Ouais, même c'est compliqué. Ouais, non, moi je vois pas autrement, ninja. Par exemple. Avec leur portable. Facebook. Avec la technologie qu'on a aujourd'hui pour écouter de la musique ou même voir des films, c'est beaucoup plus simple. Ah là, Est-ce que c'était plus limité. vous pouvez pas, Il y en avait voir? une vie tout de même des cinémas, puisqu'il y avait 2 cinémas, surtout la Feria, qui n'avait pas été touchée, et l'autre salle Sterling a été détruite. Tout se passait à la Feria, mais il y a eu des bombardements aussi pendant l'occupation allemande. Il y a eu des morts aussi au bombardement du cinéma de la Feria. Oui. Il était où ce cinéma? Il était, oui, le laboratoire médical près du théâtre. D'accord. Voilà, tout ce bâtiment que vous voyez là, c'était le cinéma. À Abbeville, ce témoin nous a dit qu'il y avait un cinéma à Abbeville. Est-ce que vous... Si je me trompe pas, ça doit être le Rex, à côté de la Poste. Bah, il est là, mais je sais pas si c'était J'aurais dit celui-là. oui, mais c'était pas ici, non. Ah ouais, je sais pas du tout. C'était pas le Pontieux? Oui, il y avait le Pontieux. Il y avait le Rex? donc, Non, ouais. c'était pas là. Aucune idée. Où était le cinéma avant? Il s'appelait comment? Il s'appelait la Feria. La Feria, il était lui, comment c'est, Boulevard Vauban. Mhm. C'est Boulevard Vauban. Et puis l'autre, le Paris, il était par ici, lui, anciennement Texti maintenant. Ah, c'était un cinéma avant ça, dans le temps? Ouais, dans le temps. T'en apprends des choses sur ta ville. Pour le sport, vu que maintenant on a beaucoup de, Le lieux. sport continuait tout de même, si, oui, le stade était tel qu'il est. Le stade Paul de Ligue, c'est ça? Le stade Paul de Ligue, Ouais. oui. Oui, si, il y avait... Moi-même, j'ai des photos là où on nous voit à toute une équipe, quand j'étais là. On allait en vélo, parce qu'on n'avait pas d'autres moyens, vous voyez, regardez ici. On allait faire du théâtre ou chanter à Quesnoy-le-Montant, à tous les villages, pour faire des quêtes pour les colis aux prisonniers. C'était des manifestations pour avoir de l'argent pour faire des colis qu'on envoyait aux prisonniers de guerre en Allemagne. D'accord. Voilà. On faisait ça aussi entre deux, vous voyez.
D'accord, bah merci d'avoir répondu à nos questions. Ça vous a appris un petit peu, ça, comment vivaient les jeunes? Moi, j'étais un petit peu plus vieux que vous, parce que j'étais né le 15 novembre 1920. Donc, vous voyez, j'ai eu votre âge aussi, mais il était encore à la veille de la guerre seulement. Vous avez quel âge maintenant? 17 ans. 17 ans, moi j'avais 19 ans en 39.